Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse d'articles que vous avez préférés chez RE Cosmos, avec cette semaine au menu l'A380 pour lequel l'avenir s'éclaircit, SpaceX qui bat des records, Boeing qui surfacture ses services au Japon, et on commence avec la Russie qui annonce que Sukhoi va préparer un nouveau chasseur tactique léger monomoteur supersonique à visibilité réduite, autrement dit un petit avion de 5e génération d'origine russe. Parce qu'il faut regarder la situation de l'industrie aéronautique russe d'une manière globale. Évidemment, le Sukhoi 57 a commencé à être produit, avec les livraisons des premiers exemplaires de série. Néanmoins, on n'en est pas sur la version définitive, il y a une version modernisée qui doit arriver, notamment pour permettre la supercroisière, parce que l'avion, s'il n'a pas son moteur définitif, n'est même pas considéré comme un appareil de 5e génération. MiG, de son côté, n'a pas réellement réalisé de nouvel avion depuis le MiG-29, qui a commencé à voler en 1986. Il y a eu des versions modernisées, le MiG-29K, le MiG-29M et le MiG-35 qui est l'ultime évolution qui est principalement orientée vers l'export. On a également Yakovlev qui a réussi son petit avion d'entraînement, le Yak-130, mais dont les bureaux d'études sont aujourd'hui principalement orientés sur le développement du MC-21 avec Irkout, avec uniquement une petite équipe qui continue à travailler sur le développement d'un chasseur à décollage court et atterrissage vertical, au cas où la Russie arrive enfin à lancer un nouveau programme de porte-avions. Donc il faut voir que tous les bureaux aujourd'hui sont en train de se réorganiser et de se fusionner autour de Sukhoi, qui évidemment capitalise sur le Sukhoi 57, notamment pour développer son drone S-70 Okhotnik, qui est un gros drone de 20 tonnes, qui est à peu près la taille du coup du MiG-29, qui utilise le moteur du Sukhoi 57 sans la post-combustion, qui partage de nombreuses caractéristiques avec le Sukhoi 57. On voit évidemment que les soutes sont les mêmes, d'ailleurs c'est les mêmes armements, ce qui permet évidemment de simplifier les choses. Le Sukhoi S-70, il a été commandé en 2011, premier vol en 2019, et une première livraison opérationnelle peut-être en 2024. Et on voit que tous ces programmes sont aujourd'hui arrivés à maturité, on est plutôt sur la fin de ces programmes, mais pour qu'un bureau d'études reste performant, il faut qu'il continue à travailler, donc il faut lancer un nouveau programme. On s'oriente du coup plutôt sur un chasseur de petite taille, de la gamme des 14 à 16 tonnes, avec un coût d'exploitation faible par rapport aux appareils russes habituels, et on a un exemple parfait, c'est l'Argentine. L'Argentine aujourd'hui, elle n'est pas capable d'acheter des appareils occidentaux parce que les Anglais bloquent toutes les exportations. Donc l'Argentine, elle a exprimé son intérêt pour acheter du J-10 auprès de la Chine. Le problème, c'est que la Chine également a refusé de vendre cet appareil, puisqu'elle a peur qu'en le vendant à l'Argentine, qui fait plutôt partie du bloc de l'Ouest, les technologies se retrouvent plutôt évidemment aux États-Unis. Et évidemment, si les Argentins avaient regardé du côté de la Russie, ils avaient le MiG-35 qui est considéré comme trop gros, avec du coût opérationnel très élevé, et surtout il y a une très mauvaise disponibilité du Sukhoi 30 Mk2V qui a été vendu par la Russie au Venezuela. En plus, il y a les mêmes difficultés du côté par exemple de l'Inde qui avait dit clairement à la Russie, vos avions ils nécessitent trop de maintenance par rapport au Rafale, faites des efforts à niveau sur les standards occidentaux. Donc aujourd'hui, la Russie, elle annonce cette nouvelle petit chasseur. Le problème, c'est que c'est quand même la 5e annonce de ce type, puisqu'on avait le T-103, puis ensuite le LFMS de MiG, et là, il faudrait réellement trouver un partenaire pour le développement, puisque la Russie n'a pas besoin d'un nouvel avion de chasse. Aujourd'hui, ils sont livrés avec le Sukhoi 30 SM, le Sukhoi 35 S, le Sukhoi 57, évidemment, qui est l'étendard de la flotte, le chasseur bombardier lourd Sukhoi 34, l'avion d'entraînement Yak-130, le drone S-70, et les 6 MiG-35 qui ont été commandés seront certainement directement orientés vers une patrouille acrobatique pour faire joli, mais ils seront certainement jamais opérationnels. Donc il y a eu des volontés déjà de co-développer des appareils, notamment en 2017 avec les Émirats Arabes Unis, qui finalement ont acheté du F-35. On a les gros clients habituels de la Russie, tels que la Chine et l'Inde, qui aujourd'hui développent leurs propres appareils, ou alors qui ont acheté du Rafale par exemple pour l'Inde. Ensuite on a un deuxième groupe de pays comme l'Algérie, le Vietnam, le Venezuela, l'Égypte, l'Indonésie, qui normalement achetaient des avions russes, mais cette fois-ci, on voit également l'Égypte et l'Indonésie qui ont acheté du Rafale. D'ailleurs, en passant, contrat du Rafale qui a été signé avec l'Indonésie, Cocorico. Et finalement, ces pays n'achètent quasiment plus rien, si ce n'est l'Algérie qui a acheté du Sukhoi 57, mais on ne sait pas encore réellement les conditions et les dates de livraison pour l'appareil. Encore en dessous, évidemment, il y a les pays secondaires, la Biélorussie, la Syrie, le Bangladesh, la Corée du Nord, c'est pas avec eux qu'ils vont développer des nouveaux avions de chasse, et éventuellement faire un export avec eux, ce ne sera pas des volumes qui sont suffisants pour développer réellement un nouvel avion de chasse. Donc il y aura certainement cet appareil qui sera développé, il y aura peut-être une ou deux commandes qui seront faites par l'État russe pour faire un démonstrateur pour soutenir l'export, mais probablement pas d'achat massif suffisant pour développer un nouvel avion, et évidemment les exemples comme l'Argentine ne seront pas suffisants pour permettre au développement de l'appareil et sa rentabilité sur le long terme. On passe dans le civil avec la 380 chez Emirates, dont l'avenir n'est pas aussi noir que ce qu'on pouvait avoir encore il y a quelques mois. La compagnie, évidemment, elle a perdu de l'argent, elle a perdu 3 milliards de dollars l'année dernière, ce qui est plutôt faible par rapport aux autres, elle s'est très vite réorganisée.
et notamment elle s'orientait à fond sur le cargo qui a été sa bouée de sauvetage. À tel point aujourd'hui qu'il y a 120 destinations qui sont accessibles pour la compagnie Emirates, mais il y en a 130 quand on regarde juste le réseau cargo. Sur l'année qui a suivi le début de la crise, il y a eu 27 800 vols de fret qui ont été opérés sur un an, 100 000 tonnes de fournitures essentielles qui ont été livrées, et l'intérêt de la 380 dans ce cadre-là, c'est qu'il permet jusqu'à 50 tonnes de fret en soute. Il y a même 16 Boeing 777 qui ont été modifiés pour retirer directement les sièges pour en faire un appareil totalement fret. Donc beaucoup d'efficacité. Sur l'été, ils voient loin, ils voient déjà une capacité qui est rétablie à 70% de l'offre qu'on avait par le passé, avec un rétablissement total de l'offre sous 1 à 2 ans supplémentaires. Faut pas oublier que Dubaï maintenant est devenue la 4e ville la plus visitée du monde, et ils comptent bien sur l'attrait de la 380 pour continuer à attirer, puisqu'évidemment ils en ont 118 dans leur flotte, ils vont encore en réceptionner 2 en 2021 et 3 en 2022, et ils ont profité de cette pause pour tout revoir à l'intérieur. Ce sont maintenant des avions qui ont 4 classes, avec la premium économie qui est particulièrement pertinente, notamment sur Paris et Londres, avec un écartement entre les sièges de plus d'1 mètre, une largeur de siège de 50 cm, des écrans haute définition de 34 cm, les 14 suites privées de la première ont été améliorées, la business évidemment elle marque toujours avec son mini-bar personnel, les sièges ont été modernisés, il y a le bar lounge qui est accessible pour les business et pour les premières. Donc très clairement, la 380 continue à faire partie de la stratégie d'Emirates pour conquérir des clients. Hein. J'espère que vous aussi vous faites partie de la team A380. Il y a également la partie stratégique, il y a également la partie économique. L'avion est rentable et efficace économiquement. Et donc c'est aussi peut-être pour cette raison-là que les autres grandes compagnies aériennes qui avaient un petit peu mis au rebut l'appareil rapidement, je pense notamment à British Airways, Qantas, Singapore Airlines, qui avaient peut-être posé des questions à un moment sur le retrait, reviennent aujourd'hui en arrière et évidemment vont continuer à exploiter leur appareil. C'est une bonne nouvelle. On part dans l'espace avec SpaceX aujourd'hui, qui, le 6 juin dernier, a lancé la Falcon 9. C'est le 102e tir réussi de suite pour SpaceX, et c'est le 18e lancement de SpaceX de l'année, sachant qu'au total, on n'a eu que 51 lancements, ça veut dire que SpaceX seul fait un tiers des lancements mondiaux. C'est seulement le 2e lancement géostationnaire pour SpaceX cette année, avec des appareils qui sont très très gros, qui pèsent 7 tonnes, donc des satellites qui sont très lourds, qu'il faut mettre très loin, parce qu'avant on avait un système, on n'avait pas les moyens de lancer beaucoup de satellites, donc on mettait des très gros pour offrir une permanence sur une zone, alors qu'aujourd'hui on peut lancer des centaines de petits satellites qui font en permanence le tour, et on peut assurer une couverture permanente avec une efficacité qui va être supérieure, des temps de latence plus faibles, en ayant des flottes. Et c'est pour ça que cette année, on a 957 satellites de télécom en orbite basse qui ont été lancés, dont 890 pour uniquement OneWeb. Donc une évolution évidemment, le ciel est de plus en plus ouvert, il coûte de moins en moins cher de lancer les satellites, et donc grandes évolutions stratégiques, on verra certainement de moins en moins de satellites géostationnaires, mais de plus en plus les orbites basses qui vont être saturées de plus en plus rapidement, puisqu'on en lance maintenant des grappes avec des centaines à chaque fois. On passe avec Boeing qui aurait surfacturé certaines prestations au profit de l'armée de l'air japonaise. Il y a eu une enquête de l'US Air Force pour suivre les exportations de Honeywell et de Boeing, notamment vers le Japon, sur le KC-46, qui est l'appareil ravitailleur qui a été vendu et qui a été exporté au Japon. Et donc l'US Air Force a demandé le détail des tarifs sur 140 pièces qui étaient exportées vers le Japon. Honeywell a refusé. Ils ont demandé 29 pièces jugées cruciales et ils ont refusé pour 28 de ces pièces. Mais donc l'US Air Force a réussi à obtenir des réponses et en particulier ils donnent un exemple sur lequel ils ont vu que les seuls feux de navigation avait été facturé au Japon 79 millions de dollars, juste pour les feux de navigation, c'est le prix d'un gros jet privé, donc c'est 15 fois plus cher que ce qui est facturé à l'US Air Force. Boeing se défend en disant non mais en fait on s'est trompé, on a sous-facturé les prestations qui étaient réalisées pour l'US Air Force. Et c'est pas la première fois que les Japonais se plaignent, certainement d'ailleurs cette enquête était liée aux plaintes précédentes, puisque le Japon avait même arrêté de payer les traites pour les F-15J qu'elle avait commandées. On reste sur les questions civilo-militaires avec Antonov qui sort son premier appareil 178 de série qui était une commande du ministère de la Défense ukrainien. Les ailes, l'empennage et certains systèmes sont directement produits à l'usine dans laquelle se fait l'assemblage. La finalisation de l'assemblage est prévue d'ici la fin de l'année et les productions des 2e et 3e exemplaires sont en cours. L'Antonov 178 c'est un successeur de l'Antonov 148 qui a donné ensuite l'Antonov 158 qui est sorti en 2009, donc il y a 50 à 60% de la cellule et les équipements qui sont en commun. Il y a quand même quelques nouveautés sympas, notamment il y a ce fuselage élargi de 50 cm qui permet d'atteindre une taille de 3,85 m. Il y a une rampe de chargement arrière, évidemment, ça va permettre de rendre le chargement plus simple, logiquement si on parle du fret, et il y a un nouveau train d'atterrissage avec les roues en tandem. Côté potentiel commercial, chez les militaires, évidemment, ils veulent concurrencer l'Embraer KC390 et pourquoi pas le Hercule C130 dans sa version J.
Côté civil, il y a un gros potentiel, puisque dans les 16 à 18 tonnes, on est quand même sur le successeur de l'Antonov 12, qui avait le même volume et qui a été à l'époque produit à 1253 exemplaires jusqu'en 1972, et qui est encore en service dans de nombreux pays. Évidemment, il faudrait pouvoir remplacer tous ces vieux Antonov 12 qui arrivent en fin de vie. L'appareil est pressurisé, il a une portée de 800 km supérieure en transportant 10 tonnes par rapport à l'Antonov 12. Il a beaucoup d'avantages, il y a une version médicalisée également. On passe en Australie, qui achète finalement 29 hélicoptères Apache AH-64 version E, avec des missiles Hellfire, des roquettes, des systèmes radars et des pièces détachées, le tout pour 3,5 milliards de dollars, avec des livraisons qui sont prévues à partir de 2025 pour une entrée en service opérationnelle en 2026. Ça met fin également aux espoirs de modernisation que Airbus Hélicoptère avait sur les 22 Tigres franco-allemands en version ARH pour hélicoptère de reconnaissance armée. Le Tigre, il a une bonne agilité, il peut voler près du sol, il peut offrir un effet de surprise, il a beaucoup d'avantages, il est très apprécié en particulier par les forces spéciales et les SAS australiens. Par contre, ça ne correspond pas à la doctrine générale australienne qui se rapproche plutôt de ce qu'on a aux États-Unis, avec un concept d'exploitation opérationnelle très massif, un effet de masse, on utilise plein d'un coup, un appareil très très blindé, plus de 1100 kg de blindage. Donc la question de savoir si ces tigres vont être mis à la retraite, vont être vendus du coup d'occasion, parce que les appareils sont encore relativement récents. Ils ont utilisé que 2400 heures de vol, alors qu'ils ont un potentiel de 6000 à 8000 heures, et donc à l'export ça se vendrait probablement très bien. Il y a également la question de savoir si les SAS vont réussir à garder l'appareil en flotte, parce que eux ils le trouvent tout à fait pertinent pour leurs opérations. Donc on verra ça très prochainement. Une petite news spatiale civilo-militaire avec un réseau pour protéger la zone économique exclusive française, parce que la Marine nationale vient de mettre en place un système qu'on pourrait considérer comme une vidéoprotection pour les 11 millions de kilomètres carrés d'espace maritime que possède la France. Le contrat, il s'appelle Trimaran 3, on a l'impression que ce serait presque un appareil de surveillance maritime qui permettrait un petit peu de tout faire depuis l'espace, situation du trafic, contrôle des pêches, sauvetage en mer, suivi du dégazage. On le voit aujourd'hui avec l'histoire de cette pollution au large de la Corse qui permet de remonter jusqu'à l'origine de la pollution pour trouver quels sont les bateaux qui auraient pu faire ça. Tout ce qui est trafic illicite, tout ce qui est immigration, beaucoup d'options. Moi qui suis un ancien de la patrouille maritime, là on a vraiment un système très efficace, global, avec une mise en relation de plus de 300 satellites multicapteurs, avec l'utilisation de AIS, qui est l'équivalent d'un transpondeur pour les avions, des systèmes de détection par radiofréquence satellite, des systèmes imagerie, radar, optique, de la radiofréquence, et toutes ces données sont évidemment mises en intelligence avec des systèmes de machine learning et d'intelligence artificielle qui permettent d'apporter des réponses, des solutions très rapidement avec une simple interface web. Et donc on imagine très facilement que ces systèmes puissent détecter une situation et on fait décoller ensuite les avions de surveillance et de patrouille maritime, l'Atlantique 2 toujours dans mon cœur, pour faire des missions, donc un multiplicateur de force puisqu'on va directement au bon endroit pour faire les bonnes missions au bon moment. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Aujourd'hui, c'est un petit challenge, 7 news en moins de 12 minutes. J'espère que j'ai pas parlé trop vite et que vous vous plaindrez pas. Eric Cosmos, toujours intéressant. Il y avait beaucoup de news aujourd'hui. Et encore une fois, j'ai pas tout dit, mais allez sur le site, vous verrez, vous adorerez ça. Je vous dis à la semaine prochaine et merci encore pour votre fidélité.